Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision, plateau spécial de votre programme Décryptage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le plus grand joueur de toute l'histoire de notre football, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe du Cameroun et la Coupe d'Afrique des Nations de football, Samuel Eto'o, ancien capitaine de l'équipe du Cameroun. Avec lui, on parlera aujourd'hui de sa saison sportive à Antalya, en Turquie. On reviendra sur sa vie en club. On parlera de l'équipe nationale de football du Cameroun et pourquoi pas on dira un mot sur le comportement actuel des Lions indomptables du Cameroun. Tout petit, je rêvais de porter la fierté de mon continent sur les épaules. Avec mes certitudes, je me suis endormi pauvre pour me réveiller riche. Au fil du temps, j'ai compris que la vraie richesse sommeille en chacun de nous. Il prenait son ballon dans le salon et toute la nuit, il faisait du boucan. Il était vraiment baouf. C'était très fort. La première fois que je le vois, c'était dans la rue, dans une rue opposée à sa maison à Nivelles, parce que c'est un autre gamin à lui, un autre copain à lui qui me dit, il y a un nouveau qui est arrivé au quartier, il s'appelle Julie, comment il s'appelle, il est très fort. Ton blazer à la mode, ton pantalon plissé, où vas-tu? Samuel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de nous accorder cette interview. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va. Qu'est-ce qui explique votre présence actuellement au Cameroun? Je suis là pour accompagner Martin. Et n'oubliez pas aussi que je suis camerounais, donc je peux me permettre le luxe de venir manger les plats de chez nous. Voilà. Une saison pratiquement pleine, 18 buts marqués en 30 matchs, 6 passes décisives à votre âge. Certains parlent d'une sorte de renaissance. Comment est-ce que vous avez vécu votre saison cette année? Pourquoi à mon âge? On n'a pas de limite quand on veut toujours améliorer ses performances. Il faut déjà avoir la volonté de toujours faire mieux. Et mon âge n'est pas un handicap, tout au contraire. J'ai l'expérience de ce beau milieu. Je jouis d'une bonne équipe, Antalya, des coéquipiers qui m'accompagnent dans ce que j'aime le plus faire. Et j'essaie d'apporter toute mon expérience et tout mon talent. Un pari qui a fait parler sur la toile et partout, 100 000 euros promis en supporter si votre club ne terminait pas. C'était pas un pari, mais c'était une promesse. Voilà, une promesse. Et vous l'avez revu après? Parce que malheureusement, il n'a pas pu gagner les 100 000 euros. J'ai pas pu le revoir, mais bon, vous savez, on traversait un moment vraiment difficile en début de saison, que ce soit en club ou que ce soit sur le plan personnel, mais il fallait en quelque sorte rassurer mes coéquipiers, mes supporters, d'autant plus que je connais mieux que quiconque la qualité de ce groupe. Voilà. Samuel, est-ce que vous êtes heureux à Antalya? Vous comptez finir votre contrat? On vous annonce en Chine, aux États-Unis, à Nice. On a vu l'interview de Jean de Bakoun qui disait qu'il est la seule personne à même de vous amener au championnat français. Ah mais vous savez, on m'annonce toujours un peu partout, mais la réalité elle est là, c'est que je suis sous contrat avec Antalya pour 1 an encore et je prends beaucoup de plaisir à jouer dans ce club et à vivre dans cette ville. Et puis mais personne ne peut nous dire exactement ce qui va se passer dans le futur. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore si vous serez à Antalya. Ah mais je suis sous contrat et donc pour le moment je suis toujours à Antalya. Je suis sous contrat, je ne peux pas... Et je suis bien là-bas. Voilà. Dites-nous, on va revenir un peu sur votre carrière en club. Vous avez connu pratiquement tous les grands championnats européens, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Vous étiez en Russie, vous êtes aujourd'hui en Turquie. Quand on regarde votre palmarès, il est énorme. Mondial des clubs, Coupe intercontinentale, 3 Champions League. Est-ce que, justement, parlant des Champions League, il y a une discussion qui a autour, certains estiment que vous en avez gagné 4. Pour moi, c'est 4, mais voilà, 4. Un Scudetto, une coupe. Est-ce qu'il y a une victoire qui a été particulière pour vous en club? Un club, je dirais la Champions League avec l'Inter. Avec l'Inter, ouais. Oui, la Champions League avec l'Inter, la Coupe
d'Espagne avec Mallorca, pourquoi? Parce que c'était un club qui n'était pas prêt, j'allais dire, pour arriver à ce niveau-là, et nous avons pu gagner face au Real Madrid, face au Barça, et au final on gagne cette Coupe du Roi. Et avec l'Inter, pourquoi? Parce que ça faisait plus de 40 ans, cette équipe, ce grand club n'avait plus connu ce bonheur de gagner cette Champions League. Et on arrive, au départ, on disait bon, c'était une belle équipe avec Eto'o, Lucio, Zanetti, tout ça, et Materazzi, mais il y avait quand même des clubs favoris comme le Barça, le Real Madrid et d'autres. Et au final, on gagne contre toute attente. Et je dis chapeau à ce groupe, à José, au club, parce que même les dirigeants qui n'y voient pas, cette saison a été incroyable. Incroyable pour vous à l'Inter de Milan. Quel a été jusque-là le meilleur coéquipier que vous avez eu en club? Vous avez connu Ronaldinho, Messi, vous avez cité vous-même plein d'autres coéquipiers que vous avez connus. Est-ce qu'il y a un qui était le meilleur pour vous, avec qui vous entendiez le mieux? Le meilleur dans quel sens? Sur le terrain, sur avec le terrain, qui vous entendiez bien, qui comprenait facilement vos déplacements. Vous savez, entre bons ou grands joueurs, c'est facile de se comprendre. Mais pour moi, j'ai certains coups de cœur qui rendent, selon ma vision du football, ce sport beaucoup plus facile, beaucoup plus beau. Des joueurs comme Xavi, Iniesta, Makoun, Yaya Touré, Busquets. Ces joueurs rendent le football, on dirait que c'est facile de courir derrière un ballon, parce qu'ils font jouer toute une équipe, ils réfléchissent 2 secondes avant les autres, et ça a toujours été un énorme plaisir pour moi de jouer aux côtés de ces joueurs. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un attaquant qui disait, quand on joue contre le Cameroun sans Samuel Eto'o, le simple fait qu'il ne soit pas là, ça nous soulage un peu. Est-ce qu'il y a un défenseur qui a terrassé Samuel jusque-là dans sa carrière en club? Non. J'ai eu la chance de jouer contre beaucoup de défenseurs, beaucoup de grands défenseurs, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect, mais au final j'ai toujours fait mon job. Il n'y a pas de crainte pour un attaquant comme Samuel quand vous jouez contre une équipe qui a un défenseur connu? Ben non, on ne peut pas avoir peur quand on joue au football. Si vous voulez, du tout, si vous voulez écrire votre histoire dans ce beau monde, vous ne pouvez pas avoir peur d'affronter les autres. Au contraire, ça devrait vous motiver. Supporter du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de regret de n'avoir pas joué en France? Pourquoi pas Paris Saint-Germain? Non, je suis un fan du Paris Saint-Germain et je ne me cache pas. Il y a encore des possibilités peut-être? Vous savez, je n'ai pas de regrets dans ma carrière, j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre, et quand je regarde où je suis parti et je regarde où se situe ma carrière aujourd'hui, je dis vraiment, je remercie le bon Dieu, parce que je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que j'aurais eu une telle carrière. Je me disais, voilà, j'ai du talent, je rêvais de devenir un joueur professionnel et que mes parents puissent être fiers de moi. J'ai eu la possibilité, l'opportunité de devenir le joueur professionnel, et puis tout le reste, je n'ai pas arrêté de gravir des échelons. Avant de parler de Samuel à l'équipe nationale du Cameroun, allons d'abord revoir quelques buts et quelques moments de Samuel Eto'o, notamment à Barcelone, en Anzi, à Makashkala, en Turquie. Et on se retrouve derrière pour parler de l'équipe nationale de football du Cameroun.
Nous sommes toujours en direct sur Vision 4 avec Samuel Eto'o. Samuel, votre carrière à l'équipe nationale du Cameroun, elle est pratiquement incommensurable. Vous avez commencé à la CAN 2000 au Ghana, vous entrez en cours de jeu. À la fin, vous êtes l'un des meilleurs buteurs de cette compétition, je pense le meilleur d'ailleurs. 2 Coupes d'Afrique des Nations gagnées avec le Cameroun, 4 Coupes du Monde de football, sauf erreur de ma part, 1 médaille olympique, meilleur buteur de tous les temps de la CAN, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe du Cameroun, une carrière pleine à l'équipe nationale. Mais vous avez oublié le plus important. Rappelez-moi. La relève. J'ai donné l'opportunité pour qu'on ait la relève. Ah, on en parlera. Ça, c'est le plus important pour moi, parce que c'est le but le plus important de ma carrière. Parce que quand on commence une carrière, on se dit un jour on va arrêter pour ceux qui sont réalistes. Et alors, on se dit, mais après nous, comment sera l'histoire? Et à partir de là, j'ai marqué le plus beau but. Mais c'est grâce à ces enfants, Bassoko, Ondoa, Onana aujourd'hui et d'autres qui... Pour vous, c'est le plus important aujourd'hui quand vous regardez votre carrière, ça c'est le plus important parce que cette histoire ne s'arrêtera plus jamais. Et j'espère que ces enfants, à leur tour, au moment opportun, donneront cette opportunité-là à d'autres jeunes Camerounais pour que dans quelques années, nous ayons toujours le rayonnement de notre équipe nationale. Voilà. Ils sont nombreux, hein, les enfants qui sont passés par la Foot des Sports. Ah oui, ils sont nombreux. Vous les connaissez tous encore? Ils sont en contact? Évidemment, je ne suis pas en contact avec tous ces enfants, mais la majorité, oui. La majorité. Vous, à l'équipe nationale du Cameroun, dites-moi un peu, je vais revenir sur 2000. Quand Job s'est fait mal, quand vous entrez, est-ce que vous imaginez plus tard tout ce que vous allez vivre aujourd'hui comme footballeur? Je ne m'imaginais pas tout ce qui pouvait arriver, mais dans cette case, sans être prétentieux, je savais que de tous les attaquants qui étaient là, j'étais le meilleur. Et je l'ai fait savoir au sélectionneur. Mais je ne jouissais pas de temps de jeu au Real Madrid, ce qui était un handicap pour moi. Donc j'ai pris mon mal en patience. Le grand frère Patrick qui était déjà là et qui faisait beaucoup de belles choses. Désiré Job qui jouait en club à un niveau exceptionnel. Et puis il y avait Pius qui joue aussi très bien. Mais seulement... Moi, je n'avais pas du temps de jeu, mais j'étais dans le meilleur club, l'un des meilleurs clubs en Europe et au monde, je dirais. Et je savais de quoi j'étais capable. Je me souviens, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur à la KG Sport, où il me dit tu seras le 4e attaquant, mais je ne veux pas de problème à la CAN, si cela te convient tu viens, sinon je trouve quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, je comprenais tout à fait, je n'ai pas de problème pour ça. J'espère juste que si demain j'ai l'opportunité de m'exprimer, de montrer de quoi j'étais capable, vous n'allez pas vous dire que parce que j'ai pas de temps de jeu en club, il m'a dit il n'y a pas de souci. Alors, je ne me souviens plus bien, mais je crois... C'était contre le Ghana, le premier match? Le Ghana, oui, mais ça devait être à la 75e minute où il demande à Ndjefi sur le banc de touche d'aller à l'échauffement. Mais souvent, sur le banc de touche, nous avons des trainings, des tennis, et alors, Pius n'était pas prêt. Moi, je me suis levé, je me suis échauffé. Sans attendre que le coach nous demande... Sans attendre. Et le coach Manga Ongene, qui était... à côté, qui lui dit il faut mettre ce petit-là. Et c'est comme ça que ma carrière est partie. Et je dis, à ce moment-là, quand j'entre... Vous avez vous-même bousculé, hein? Oui, j'ai bousculé les choses. Mais si vous êtes prêt, vous êtes sûr de vous, vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose, il faut avec tout le respect, parce qu'il faut toujours avoir ce respect-là, vis-à-vis de vos coéquipiers, parce que c'est eux qui vont vous accompagner. Vous ne pouvez pas jouer seul. Le football, c'est un sport collectif. Il faut dire à l'entraîneur que moi, je veux jouer. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités, de vous mettre ou pas. Et à cet instant-là, il a jugé utile de me mettre. Et puis, pendant les 15 ou 10 minutes,
Moi, quand j'étais sur la ligne, j'ai fait ma prière en allant vers cette ligne-là. Je me suis dit, bon, voilà mon entrée à l'équipe nationale ou ma sortie. Et à la sortie de ce match, avant de rejoindre le vestiaire, il est venu vers moi, il m'a dit, prépare-toi parce que tu vas jouer face à la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé dans la chambre, parce que je partageais la chambre à l'époque avec mon ami de l'époque, Jérémy, je lui ai dit, tu sais, grand frère, le coach, le sélectionneur, il m'a dit que je devais être titulaire au prochain match. Donc, sans vous manquer de respect, si on pouvait jouer au 4 dans une autre chambre, parce que j'aurais besoin de me reposer. Et jouer au 4 On jouait tous, moi aussi je jouais au 4, mais c'était mes aînés, donc je ne pouvais pas dire grand-chose. J'aimais jouer au 4 et ça créait des liens beaucoup plus profonds que le simple fait de partager un moment dans un stade de football. Le fait d'être là, on parlait de tout et de rien, on refaisait le monde, on parlait de notre beau pays, on parlait de nos histoires, tout ça. Et on se retrouvait proches des uns et des autres. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis moi, quand je finissais mon dîner à 19h, j'allais dans ma chambre, je passais mes 2-3 coups de fil, je faisais ma prière et je dormais. Et puis la suite, vous la connaissez. D'accord, une très belle carrière plus tard. Samuel, vous disiez tout à l'heure qu'il vous n'avez pas de regrets, même à l'équipe nationale, il n'y a pas de regrets, il n'y a pas des trophées qu'on aurait pu gagner? Oh oui, on aurait pu gagner. C'est trop facile de toujours se dire on aurait pu. On a eu l'opportunité, certes, on a eu l'opportunité, mais on n'a pas su saisir ces opportunités-là pour X ou Y raison. Mais pour ma part, je n'ai pas de regrets parce que tout ce que je devais donner, que ce soit en club et beaucoup plus pour mon pays, je suis allé, je me suis surpassé pour mon pays, mais c'est un devoir en tant que Camerounais. J'avais cette responsabilité-là de donner tout ce que j'avais, même ce que je n'avais pas, il fallait que je donne pour que le drapeau de notre beau et cher pays soit toujours hissé le plus haut possible. Et puis, au final, je suis parti de là, mais souvent, les gens, évidemment, ils vont dire, parce que vous connaissez la passion que notre football déchaîne, et puis les gens, parfois, ils se laissent emporter, mais la réalité, elle est tout autre, elle est là. Mais bon, le moment viendra certainement un jour où ces vérités-là se diront peut-être, je ne pense pas que ce soit par moi, mais par d'autres personnes qui ont vécu tout ça. Vous avez connu beaucoup d'entraîneurs en équipe du Cameroun. Est-ce qu'il y a vous pensez qu'il y a des bons, des mauvais entraîneurs qu'on a eu? Est-ce qu'il y a un entraîneur qui vous a impressionné particulièrement? Il n'y a pas de mauvais entraîneurs. Il n'y a pas de mauvais entraîneurs. Mais par contre, il y a des sélectionneurs qui sont arrivés à l'équipe nationale, pas pour faire leur boulot, mais plutôt défendre les intérêts de d'autres personnes. Et le nom? Et c'était dommage. Mais moi, j'ai eu l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu à l'équipe nationale. J'en ai eu deux. Il y a Claude Leroy d'abord qui m'a donné l'opportunité d'aller en Coupe du Monde en 98. Et puis l'autre, c'était Jean-Paul Akono. On a beau critiquer Jean-Paul Akono, mais il est médaillé d'or olympique. Et dans quelles conditions? Même si ces réunions étaient interminables, et je sais qu'il va rire quand il va m'écouter, mais parce qu'on faisait parfois 2-3 heures de réunion, parce qu'il expliquait ses tactiques, tout ça, l'adversaire, tout ça. Mais bon, au final, nous avons gagné et j'ai eu cette sensation, j'ai eu cette impression d'avoir appris quelque chose avec lui. Par contre, j'ai connu d'autres entraîneurs, je vais évidemment me taire les noms, qui sont arrivés à l'équipe nationale pas pour apporter quelque chose, mais à tout un pays, mais à un groupe de personnes. Pour défendre certains intérêts.
Samuel, aujourd'hui, quand vous regardez la situation de l'équipe du Cameroun, elle ressemble fortement à celle que vous avez décrite par le passé, l'amateurisme, on suit encore ce qu'on appelle le Bruxelles Gate, vous avez suivi? Mais vous savez, je suis très décalé à ce qui concerne la sélection de notre pays, parce que pendant 17 ans ou un peu plus, j'étais dedans. À un moment donné, vous ne voyez plus ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, j'essaye de profiter de ma famille, mes enfants, et de temps en temps de discuter avec mes enfants qui viennent à l'équipe nationale, juste pour essayer de les motiver et tout ça. Mais je ne suis plus trop dans cette équipe. Donc, ce qui a pu se passer à Bruxelles, j'ai appris comme tout autre Camerounais, mais vous savez, quand vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas avoir l'information juste. Après, il y a des spéculations. Et moi, j'ai vécu dans cette équipe. Je connais toute la manipulation qu'il y a souvent au niveau des informations de l'équipe nationale. Donc, je ne peux pas me lancer dans un dossier que je ne connais pas parce que je suis à l'extérieur. Il y a la CAN 2019 qui arrive, mais entre-temps au Cameroun, depuis pratiquement un an, on réclame votre retour à l'équipe nationale du Cameroun, Samuel. Ça se voit à travers Internet, à travers les radios ici, et même là, il y a une pétition qui circule sur Internet pour votre participation à la Coupe des Confédérations. Est-ce qu'on peut encore envisager... c'est fini avec l'équipe nationale, c'est pas possible? Non, à un moment donné, attendez, je ne peux pas... Même pour venir donner un coup de main à la Coupe du Monde. Je ne pourrais jamais dire non à mon pays, mais plus pour jouer. J'ai mes enfants qui sont là aujourd'hui, qui le font assez bien. Il faut les laisser faire leur bout de chemin. Le moment viendra où je viendrai apporter mon conseil, peut-être pour améliorer, mais ce temps-là viendra un jour. Mais là, il est hors de question de dire je vais revenir pour jouer. Je ne peux pas. Les générations sont... Il y a d'abord eu un problème de génération quand j'étais encore là, mais imaginez-vous un peu les cas qu'il y a aujourd'hui avec moi. Je pense qu'il ne faut pas donner des prétextes à certaines personnes pour se cacher. Non, l'équipe nationale elle fonctionne bien, apparemment. Il faut les laisser continuer et puis il faut les supporter. Samuel, au cours de la saison dernière, vous avez donné un coup de main à votre club comme entraîneur et certains n'hésitent pas à glorifier ou à saluer les performances d'Antalya avec Samuel Eto'o comme entraîneur. Est-ce que Samuel Eto'o, entraîneur de Lyon en 2019, on peut l'entrevoir? En 2019, je compte encore jouer et je me sens bien physiquement. Vous êtes encore bien? Et oui, c'est dans 2 ans. Hein. Ouais. Physiquement, je me sens bien et je pense que je serai encore joueur. Et il est vrai, j'ai eu ce plaisir d'entraîner Antalya pendant 4 mois. Moi, j'ai une philosophie du football. Le football, c'est comme aller au théâtre. Vous allez voir un spectacle. Donc, le football, pour moi, il faut du spectacle. Il faut du beau jeu. Il faut que celui qui a pris 1h30 de son précieux temps pour venir vous regarder, qu'il parte de là avec une envie de revenir, de vouloir revenir. Et c'est ce que j'ai fait. Les 3 premières semaines étaient un peu difficiles parce qu'il fallait mettre mes idées, il fallait dire aux coéquipiers. Et puis, ce n'était pas facile de passer de coéquipier à entraîneur parce que, il est vrai, les entraîneurs qui étaient là avant, ils me consultaient pour certaines choses. Mais la décision finale, elle n'était pas mienne. Là, la décision finale, elle était mienne. Et gérer 25 bonhommes qui, jusqu'à quelques jours, quelques heures, étaient mes coéquipiers, n'était pas facile. Mais tout le monde a joué le jeu. Mes coéquipiers étaient contents parce que j'ai été sincère avec chacun d'eux. J'ai sorti la meilleure équipe possible. On a gagné, on a joué un très très beau football. Et ce que je voulais, et je dis encore merci à Jean II, Makoun, parce que le joueur le plus important pour moi, ma façon de voir le football, c'est le milieu défensif. Et quand j'ai pris ces responsabilités, j'ai accepté d'assumer ces responsabilités, j'ai appelé Jean II, qui est mon frère. Je lui ai dit, tu sais, Jean II, on a joué à l'équipe nationale,
je te préfère ici comme ça, mais j'aimerais que tu me donnes un coup de main comme milieu défensif. Tu as joué à ce poste, tu sais ce que j'attends, tu sais ma façon, parce qu'on parle football pratiquement 24 heures sur 24. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, et il a fait une saison incroyable, mais vraiment incroyable. Je dis toujours, j'ai pas eu la chance de jouer avec les grands frères comme Bidarantes ou Théophile Abega, paix à son âme. Et souvent, quand certaines années où on voit certaines vidéos, ils me disent, ah, mais ces milieux de terrain, ils étaient incroyables. Je dis, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de milieux de terrain à l'équipe nationale. Mais Makoun n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, parce que Makoun, c'est un joueur du Barça, c'est un joueur qui devait avoir une meilleure carrière que celle qu'il a eue, qui n'est pas petite. Mais bon, je pensais qu'il méritait plus. Voilà. Samuel, on vous a suivi chez nos confrères, je pense, français. Vous disiez que vous souhaitez être le premier entraîneur africain à entraîner un grand club européen. Quand vous regardez la carrière de Zidane aujourd'hui, ça vous fait rêver? Mais Zidane n'est pas considéré comme africain, même si il est algérien. Ça ne me fait pas rêver. Et puis je ne suis pas surpris. Zizou a pris le temps nécessaire d'apprendre aux côtés des meilleurs. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il a appris à côté de ses meilleurs. N'oubliez pas que Ancelotti a gagné pratiquement dans tous les clubs où il est passé. Et Zizou n'a pas couru, il n'était pas pressé. Il a pris Madrid-Castilla quand il était sollicité par Bordeaux et d'autres clubs. Il a dit non, je vais apprendre ici, loin des regards des autres, loin de la pression du résultat. Il a appris. Aujourd'hui, on ne peut que dire félicitations. Et moi, je suis fier de voir un grand joueur comme Zidane devenu aujourd'hui entraîneur, devenu aujourd'hui grand entraîneur. Et c'est la reconversion que nous devons avoir. Nous devons avoir des grands rêves. Moi, je rêve toujours grand. Et mon souhait, parce que jusqu'à présent, aucun entraîneur africain n'a été sollicité par ces grands clubs européens. Pourtant, nos équipes nationales en Afrique, dès qu'elles ont besoin d'un sélectionneur, elles courent d'abord en Europe pour trouver, alors qu'ici, nous avons des anciens joueurs, nous avons d'autres qui ne sont pas anciens joueurs, qui ont passé leur diplôme, qui peuvent avoir aussi l'opportunité d'entraîner notre équipe nationale et d'apporter nos équipes nationales et d'apporter ces résultats que nous attendons tous. Et mon rêve, c'est d'entraîner ces grands clubs-là en Europe et puis de gagner cette Champions League-là. Je dis, tout est possible. Samuel Eto'o, entraîneur, il sera proche de Guardiola, de Mourinho ou d'Ancelotti sur le plan du système de jeu? Ma vision du football, c'est celle de Guardiola. Ma vision du football, c'est celle de Guardiola. Je pense que Barcelone, vous irez bien. Il est beau de défendre avec le ballon. Il est beau de contrôler le football en ayant le ballon, parce que le football, c'est quoi? C'est se créer des espaces, c'est avoir le ballon pour pouvoir marquer. Mais si vous courez pendant 90 minutes, et cette tactique-là, elle a payé. Mourinho nous a montré que vous pouvez défendre pendant 89 minutes et vous gagnez le match. C'est une façon de faire. Mais moi, j'admire Mourinho, mais Guardiola, Luis Aragonès, ce sont des entraîneurs qui me fascinent dans leur vision du football. Samuel, on va sortir du football, parler de votre action humanitaire. Tout à l'heure, vous parliez des joueurs qui ont eu leur rêve réalisé grâce à vous. Ondoa, Onana, ils sont nombreux. Il y a quelque temps, vous avez offert un pavillon au peuple camerounais à Douala, l'hôpital à Kintini. Avant, vous avez offert une ambulance médicalisée à l'hôpital... 10 ambulances. 10 ambulances médicalisées à l'hôpital central de Yaoundé. Qu'est-ce qui motive votre envie de toujours vouloir donner? 10 ambulances à l'hôpital central de Yaoundé. 10 ambulances, il y avait une ambulance par province médicalisée. Mais moi, je suis né dans le besoin. J'ai traversé pas mal de moments difficiles dans ma vie. Et puis, j'ai connu
moment de ma vie où je me disais j'ai plus d'espoir, je ne peux plus réussir, je ne peux plus. J'ai connu deux êtres qui me sont chers, Kara Michel et Gilbert Kaji, qui m'ont tendu la main, qui m'ont permis de continuer à rêver, dont je ne vois pas pourquoi moi, à mon tour, avec tout ce que l'Éternel a bien voulu que j'ai, je ne devrais pas le faire. Moi, c'est tout à fait normal de continuer cette chaîne que les Gilbert Kaji, les Kara Michel ont créée hier. Moi, c'est ce que j'ai fait en donnant ces opportunités-là à ces enfants. Et puis, pour au football, il faut être en santé. Et on a pu voir que malgré les efforts de notre gouvernement, malgré les efforts d'autres mécènes, on a toujours besoin des hôpitaux, on a toujours besoin des lieux où nos braves médecins peuvent aller nous soigner. Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé avec ma fondation de faire ça. Ça a pris du temps, mais au final, on a ce pavillon et j'espère qu'aucun Camerounais n'ira là-bas se soigner. Ça veut dire que notre peuple est bien portant. Samuel, vous recevez combien de demandes en moyenne par jour des gens qui ont besoin de votre aide? Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Parce qu'on vous voit quand vous êtes au Cameroun, j'ai dormi pratiquement... vous avez dormi je suis arrivé hier à 20h au Cameroun et j'ai dormi à 3 heures passées. Parce que vous recevez debout, j'étais debout à 5h30 parce que je recevais. Mais bon, cela ne me pose aucun problème, surtout quand la demande est sincère, parce qu'après vous avez des gens qui viennent parce qu'ils savent que vous pouvez peut-être apporter cette aide-là, ils viennent profiter d'une situation, mais après il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et pas pour grand-chose, vous pouvez apporter l'aide. Moi j'ai reçu une maman qui est partie de très loin parce qu'elle avait un problème de 80 000 francs CFA, mais c'est une réalité. Mais 80 000 francs CFA qui ont changé beaucoup de choses dans sa vie aujourd'hui, mais 80 000 francs c'est pas... Et puis voilà, vous savez... Je ne peux pas vous dire combien de personnes je reçois par jour parce que je ne les compte pas. Vous savez au moins combien vous dépensez par jour quand vous êtes du Cameroun? Mais le plus important, c'est ce que je dépense n'est pas important. Le plus important pour moi, c'est le sourire que je partage avec ces gens-là. Vous savez, c'est quand vous êtes réellement dans le besoin que vous regardez autour de vous et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive, bon Dieu, pourquoi je ne peux même pas manger? Et là, vous avez connu ça? Mais j'ai connu ça comme la majorité des Camerounais. Je connais ça comme la majorité des Camerounais. C'est pourquoi je reste toujours très distant sur certaines situations. C'est pourquoi je reste très intègre vis-à-vis de mes prises de position, et je ne veux pas tremper dans certaines choses parce que je sais qu'elles ne font pas avancer la majorité. Et souvent c'est difficile. C'est difficile parce que vous prenez des coups, montez de toutes pièces, mais bon, je préfère mourir en étant un homme intègre que de tremper dans certaines choses qui pourront demain me détruire moi-même. On va se quitter, Samuel. Est-ce qu'il y a un message, l'ambassadeur de l'UNICEF, de l'UNESCO a-t-il un message pour le peuple camerounais, pour le peuple africain? J'étais à Libreville il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'à Libreville, vous êtes plus aimé, je dirais même qu'au Cameroun, partout où je passais. Ah mais non, je ne pense pas que je suis plus aimé à Libreville. C'est l'impression que j'ai eue. Non, vous savez, il y a une minorité qui a le pouvoir de parler. Hein. C'est pas parce que vous faites beaucoup de bruit ou vos jetons font beaucoup de bruit que vous êtes milliardaire. Parce que
Vous savez, on a beaucoup d'hommes riches dans ce pays, mais qui ne font pas de bruit. Oui. Ceci pour vous dire que c'est pas parce que 2-3 personnes à la solde d'une dizaine de personnes aboient que... Mais quand vous voyez peut-être mes sorties publiques, vous vous rendez compte de l'amour que notre peuple me donne en retour de tout ce que j'ai pu apporter à ce peuple. Et parce que tous ces Camerounais qui me soutiennent, qui veulent toujours me voir aller de l'avant, ils savent que même le jour où j'ai raté une sortie, elle était sincère. Je ne calcule pas, je fais avec mon cœur, mais toujours dans la pensée de vouloir le bien de la majorité. Après, maintenant, je reste un humain et je peux vous dire que au Cameroun, si je me mets à la poste centrale là, je suis sûr que d'ici 30 minutes, nous aurons plus de 500 000 personnes. Donc, on va sortir par là, Samuel. On a une mauvaise nouvelle. Tioté, vous l'avez certainement connu, il est décédé hier dessus d'un accident cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mes condoléances à sa famille, paix à son âme. Cheikh, ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu au téléphone, mais j'avais émis la volonté de l'avoir en Antalya avec moi avant qu'il ne parte pour la Chine. Et c'est dommage, ce sont les choses qui arrivent dans la vie, mais bon, qui nous rendent tristes. Mais la mort est un allié indéfectible, un allié fidèle de la vie, dont nous devons vivre avec. Nous devons tous passer par là, et je dis, c'est triste, mais bon, nous devons maintenant songer à soutenir sa famille du mieux que nous pouvons. Pour sortir définitivement, vous étiez sur la finale du jeune de votre petit Onana. Est-ce qu'il y a, si vous voulez, est-ce qu'il y a un message pour Onana, pour Ondoa, pour Bassogor qui entame dans quelques jours la compétition, la Coupe des Confédérations? Est-ce qu'il y a un message pour eux? Mais j'ai eu à discuter en privé, que ce soit avec André ou Fabrice. Je n'ai pas encore eu Bassogor depuis son arrivée, mais comme je dis, j'étais dans les gradins de ce stade à Stockholm, et j'étais fier d'avoir contribué à ce que Andrés devienne le joueur qu'il est devenu. C'était incroyable de voir André jouer avec cette assurance-là. Et je lui ai dit, fiston, tu m'as bluffé. Et il y a peu de joueurs qui me bluffent. Tu m'as bluffé, mais je n'étais pas le seul, parce qu'il y avait les Verkusen, il y avait du beau monde. Et à chaque fois qu'il faisait une sortie, une relance du pied, tout le monde disait, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai dit à son frère, Fabrice, j'ai dit, vous êtes deux grands gardiens, vous êtes différents, et il faut apprendre l'un de l'autre. Vous avez la chance que vous êtes des frères, et cela devrait plutôt être un avantage, que les gens n'essayent pas de vous opposer, parce que ça c'est le sport favori d'une minorité qui ne pense qu'à leurs intérêts. Mais sachez qu'au-dessus de vous, il y a 24-25 millions, voire 26 millions de Camerounais qui attendent que grâce à vos performances, qu'ils aient un petit sourire. Donc ne vous arrêtez pas à cette concurrence qui est normale dans le football, et allez toujours un peu plus haut. Et si c'est Fabrice qui doit jouer, alors toi André tu dois le soutenir, et si c'est André, Fabrice tu vas le soutenir, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que je veux vous voir, je ne veux pas de problème là-bas, et ben, voilà. Et je suis content parce que ces deux grands garçons, ils sont comment je dirais, ils sont très très gentils, ils sont comme des frères. Pas comme des frères, ce sont des frères. Ce sont des frères, ce sont des cousins. Et ils ont cette chance-là. Mais maintenant, qu'ils ne laissent pas les gens se mettre entre eux, et surtout pour les gens qui viendront apporter des histoires qui n'ont pas de sens, il faudrait qu'ils mettent ces gens face à eux, et pour que ça ne revienne plus.
Samuel Eto'o, on vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Depuis son enfance au Cameroun, il a fait du chemin. Bienvenue à Moscou, passez une agréable soirée. Voici le domicile où Samuel Eto'o rentre dormir tous les soirs. Le plus beau palace de Moscou, où il est accompagné jusqu'à la porte de sa chambre par un garde du corps qui lui porte son sac et prend même sa commande pour le petit déjeuner du lendemain. Okay. Sugar and ice. Exactly. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Good night. Thank you. Bon, vous pouvez passer, hein. Ne regardez pas trop au désordre. C'est une chambre où on comprend directement qu'il n'y a pas de femme, hein. Il la joue bonne franquette, mais il est l'un des hommes les mieux payés au monde. Donc ça, c'est votre maison, quoi, en ce moment? Oui, ça c'est ma maison. Ça, c'est une très belle vue. Oui. Cette suite payée par son club coûte 1 300 € la nuit. Un avantage en nature qui vient s'ajouter à des revenus déjà vertigineux. Pour le faire venir en Russie, son club le paye près de 2 millions d'euros par mois. C'est le plus gros salaire qu'on ait jamais vu dans le football. Mais il y a une rançon, la solitude. Un coup de fil à sa femme et ses enfants, qu'il ne voit qu'une fois par mois car ils sont restés à Milan en Italie. Et c'est l'heure du dîner. Au menu, une salade d'avocat sans vinaigrette et des spaghettis. Un régime de sportif par excellence. Et la suite de la soirée, là encore, n'a rien de folichon. Je vais préparer mon bain tranquille. Lui qui jouait dans les plus grands clubs européens a donc choisi l'exil pour un petit club de l'ex-URSS. Petit, mais très généreux. Bon. Son salaire est d'ailleurs parfois critiqué, même dans les rues de Moscou. Personne ne vaut une telle somme d'argent. Il n'est pas venu par amour de la Russie, c'est juste pour l'argent. On lui propose des sommes vertigineuses pour jouer dans une toute petite équipe. On ferait mieux de donner cet argent aux enfants et aux retraités. Alors quelle mouche a piqué Samuel Eto'o? L'enfant camerounais qui était devenu l'un des plus grands footballeurs au monde, alors qu'au départ son père s'y opposait. Ce n'était pas du tout notre vœu. Sa maman et moi, pour nous, il fallait faire l'école. À 14 ans, il était parti en France pour tenter le centre de formation du PSG. Mais il avait été refoulé parce qu'il était sans papier. Qu'à cela ne tienne, le gamin est surdoué. Il réussit à se faire embaucher au Real Madrid. Après ces années de formation, il fait carrière dans les clubs les plus prestigieux. Le Barça, l'Inter de Milan. Il est même sacré en 2010 meilleur buteur du monde. Le champion devient une légende, adulé par ses fans. Il fait la une de tous les magazines. Mais il y a 3 mois, coup de tonnerre. Alors qu'il est au sommet de sa carrière à Milan, il décide de tout plaquer pour jouer dans un club totalement inconnu, le club d'Anji. Une équipe du fin fond de la Russie, dans la République du Daghestan, une des zones les plus pauvres et les plus dangereuses du pays, où des attentats indépendantistes font des victimes quasiment toutes les semaines. Le propriétaire du club est le milliardaire Souleiman Kerimov, un proche de Poutine qui a fait fortune dans le pétrole. Pour améliorer l'image de sa région, il s'est mis en tête de la doter d'une des meilleures équipes de foot au monde en achetant les plus grandes stars, comme récemment le Brésilien Roberto Carlos. En venant en Russie, Samuel Eto'o gagne désormais plus de 20 millions d'euros par an. Mais n'a-t-il pas aussi sacrifié sa carrière? Moscou, comme tous les matins, le footballeur quitte son hôtel pour se rendre à son entraînement en berline de luxe. Car situation inédite, lui et ses coéquipiers ne s'entraînent pas au Daghestan. La région est bien trop dangereuse. C'est dans la banlieue de Moscou que l'équipe tape la balle toute l'année. Et ce n'est pas tous les jours une partie de plaisir. La journée commence par les embouteillages monstres de la capitale russe. Il peut mettre plus de 3 heures pour rejoindre son centre.
Ouais, alors vous y passez pas mal de temps dans cette voiture. Oui. Une deuxième maison ici. C'est propre. Pratiquement. Pratiquement, mais bon, ça va. Je peux... Là, j'ai fait ma sieste. Quand je venais 2h30, donc... Vous avez dormi? Oui, j'ai dormi dans tout le trajet. Sacha, need my bag, please. Thank you, Sacha. Dans son sac en croco, son objet fétiche. Sa tablette numérique, où il regarde des films et écoute de la musique africaine. Après 3 heures de route, il arrive enfin. Le centre d'entraînement est situé dans une petite ville paisible, loin des bombes et de la pauvreté du Daghestan. Inauguré il y a à peine 3 mois, un complexe flambant neuf. Car pour attirer des joueurs de prestige, le propriétaire du club a dépensé des sommes colossales. 2 terrains de foot, une piscine avec un jacuzzi, une salle de musculation dernier cri. Mais il y a aussi des inconvénients, à commencer par la météo glaciale. 0 degré à la mi-octobre. Je suis blindé là. C'est-à-dire? Chauffage partout. Pour pas avoir trop froid. Ouais. Et puis il y a la barrière de la langue. Pour parler avec son entraîneur russe, il doit faire appel à son traducteur personnel, Philippe, qui ne le quitte pas d'une semelle. Pas de problème. Mais vous maîtrisez ça, hein? C'était pas facile, mais il faut les partir au travail. C'est bien que vous comprenez ça. Mais pour ce champion international, le grand changement, c'est surtout le niveau très moyen de sa nouvelle équipe, classée seulement 5e au championnat de Russie. Quand le meilleur buteur du monde entraîne ses goals, le constat est sans appel. Vous êtes quand même un peu au-dessus du lot, non? C'est-à-dire? Vous êtes fort. Merci. Et par rapport aux autres joueurs de l'équipe, comment ça... Lukli, 1-1. Samuel Eto'o botte en touche. Compliqué pour le capitaine de dénigrer les autres joueurs. Mais quand on interroge les intéressés, tous reconnaissent qu'ils ne jouent pas dans la même cour. Je n'aurais jamais imaginé jouer avec Samuel Eto'o. Moi, je suis un jeune joueur. Lui est très expérimenté. Il nous apprend vraiment beaucoup de choses. Et même si la plupart des joueurs gagnent 200 fois moins d'argent que lui, personne ne semble vouloir s'attarder sur le sujet. Oui, c'est sûr que le club lui réserve un traitement d'exception, notamment concernant son salaire. Et j'en pense rien. C'est comme ça. Et les différences de traitement ne s'arrêtent pas là. La plupart des joueurs sont logés ici, dans ces chambres de 20 mètres carrés qu'ils doivent payer de leur poche. Alors que Samuel Eto'o, lui, va bientôt déménager de son hôtel de luxe. Le club lui a réservé une petite surprise. C'est au dernier étage de cette tour qui surplombe Moscou que Samuel Eto'o a rendez-vous avec son architecte. Il vient visiter son futur appartement. À l'intérieur, un ascenseur privé dessert les 1000 mètres carrés répartis sur 4 étages. La location de ce petit palais, estimée à 80 000 € par mois, est entièrement financée par le club. 5 chambres à coucher, dont une pour son cuisinier. En tout, une quinzaine de pièces avec de nombreuses terrasses et des vues imprenables. Mais aussi un sauna, un hammam et même une piscine dans le salon. L'appartement est habitable, mais avant d'emménager, Samuel Eto'o vient donner ses derniers... Qui achète la télé, il peut le faire ou bien c'est nous qui le faisons? Moi, je vais payer, puis le club va me rembourser. D'accord, d'accord. Tout passe en note de frais et il exige aussi du personnel supplémentaire pour s'occuper de la piscine. Par contre, la piscine à 30. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui vient la contrôler pratiquement tous les 2 jours. Parce que vu qu'elle est à 30, elle aura plus de microbes. Samuel Eto'o n'a qu'à claquer des doigts pour se voir offrir tout ce qu'il veut. Du coup,
Il paraît même un peu blasé. C'est la maison dont vous rêviez? Rêver? Ah non. Non, peut-être. C'est pas mal, mais rêver, c'est trop dire. C'est vrai. C'est vraiment trop dire. J'ai besoin d'une assiette ici, où on va souvent mettre des fruits. Je ne veux pas l'or dessus, hein, parce qu'ici, on aime tout ce qui brille. Hein. Je veux des trucs vraiment très élégants. Malgré tout ce luxe, il dit ne pas oublier d'où il vient. J'essaie toujours de revenir à ces années de galère pour garder mes pieds sur terre et me dire tout est vanité. Une partie de sa fortune, il l'investit au Cameroun où il finance un centre de formation pour les jeunes footballeurs, mais aussi des infrastructures de santé dans tout le pays. Il a aussi offert à ses parents une maison avec 24 salles de bain dans la capitale Douala. Car le footballeur a déjà tout ce dont on peut rêver. Il adore les belles voitures, il s'en est acheté 17. Et il ne risque pas de se retrouver à la rue. Il s'est offert une maison de 1000 m² à Milan pour 17 millions d'euros. Et un somptueux appartement dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris. Mais tout cela ne lui suffisait visiblement pas. Alors qu'il gagnait déjà 12 millions d'euros par an en Italie, Samuel Eto'o a doublé son salaire en partant en Russie. En contrepartie, il accepte de mettre sa vie en danger. Quelques jours plus tard, à 1500 km de Moscou, dans le Caucase du Nord. C'est dans cette région que le sportif et son équipe devraient être installés tout au long de l'année. Pourtant, ils ne s'y rendent que pour jouer leur match de championnat. Et pour cause, ici, le danger plane à cause des attentats qui sévissent régulièrement. Aujourd'hui, le club de Samuel Eto'o doit affronter l'équipe de Nalchik, un autre club du Caucase. Du coup, toute la ville est en alerte. Aux abords du stade, la sécurité est maximale. Un impressionnant dispositif de militaires, de policiers et de forces anti-émeutes se déploie un peu partout au sein du complexe sportif. Mais à la sortie du bus, Eto'o se la joue décontracté. Ça change des stades italiens? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le football reste le même. C'est toujours du football, mais le service de sécurité posté devant les vestiaires n'a rien de courant. Le champion ne change pas pour autant ses habitudes. Il se fait un plaisir de retrouver ses fans. C'est sous escorte également qu'il rentre sur le terrain. Dans cette région isolée, les tribunes sont à moitié vides. On est loin de l'ambiance des grands stades européens. Mais Samuel Eto'o reste motivé. Pendant les matchs, il peut encore augmenter ses revenus. Son contrat prévoit qu'à chaque fois qu'il marque, il touche 20 000 euros. Et quand il fait une passe décisive comme ici, c'est 10 000 euros. Ça ne suffira pas. À la fin du match, son équipe n'a pas gagné. Une mauvaise journée pour le champion. Et c'est toujours sous escorte qu'il quitte le terrain. Des militaires qui vont même jusqu'à lui demander des autographes, comme cette femme soldat. À l'extérieur, les fans s'amassent en attendant la sortie du joueur. Le service de sécurité est sur les dents. On craint par-dessus tout un attentat. À l'extérieur, les fans s'amassent en attendant la sortie du joueur. Le service de sécurité est sur les dents. On craint par-dessus tout un attentat. Calmez-vous. Ouvrez la voiture, ouvrez la voiture. Le visage fermé et en saluant à peine ses fans, il s'engouffre dans le véhicule qui l'emmène loin d'ici, dépité en plus de ne pas avoir gagné le match.
Mettre 2 points comme ça à la dernière minute, c'est... Vous êtes déçu? Ouais. Parce qu'on a vraiment bien joué. Et quand on attire son attention sur les conditions particulièrement dangereuses dans lesquelles il joue désormais, il est formel. Samuel, vous redoutez pour votre sécurité ou pas? Il y avait un dispositif impressionnant. Ah mais moi je me suis même pas rendu compte qu'il y avait autant de militaires. Oui, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça? Des fois ce sont des policiers, des fois des militaires. Heureusement ça n'a pas encore dérapé, mais on ne sait jamais. Hein. Quand même c'est le Caucase. Le Caucase et région proche du Caucase. Il y a de belles voitures ici. Oh là là. Samuel Eto'o préfère changer de sujet. Bon, aujourd'hui on n'a pas la chance de tomber. Il ne s'éternise jamais dans cette région dangereuse. On y va. Il y reste juste le temps du match. À bord de son jet, il s'envole pour Paris où il doit passer sa journée de repos. Un avion de 8 places tout confort pour lui tout seul. Avec Samuel Eto'o comme entraîneur. Est-ce que Samuel Eto'o entraîneur de Lyon en 2019, on peut l'entrevoir? En 2019, je compte encore jouer, je me sens bien physiquement. C'est encore bien. Et oui, c'est dans 2 ans. Hein. Ouais. Physiquement, je me sens bien et je pense que je serai encore joueur. Et il est vrai, j'ai eu ce plaisir d'entraîner Antalya pendant 4 mois. Moi, j'ai une philosophie du football. Le football, c'est comme aller au théâtre. Vous allez voir un spectacle. Donc, le football, pour moi, il faut du spectacle. Il faut du beau jeu. Il faut que celui qui a pris 1h30 de son précieux temps pour venir vous regarder, qu'il parte de là avec une envie de revenir, de vouloir revenir. Et c'est ce que j'ai fait. Les 3 premières semaines étaient un peu difficiles parce qu'il fallait mettre mes idées, il fallait dire aux coéquipiers. Et puis, ce n'était pas facile de passer de coéquipier à entraîneur parce que, il est vrai, les entraîneurs qui étaient là avant, ils me consultaient pour certaines choses. Mais la décision finale, elle n'était pas mienne. Là, la décision finale, elle était mienne. Et gérer 25 bonhommes qui, jusqu'à quelques jours, quelques heures, étaient mes coéquipiers. Ce n'était pas facile, mais tout le monde a joué le jeu. Mes coéquipiers étaient contents parce que j'ai été sincère avec chacun d'eux. J'ai sorti la meilleure équipe possible. On a gagné, on a joué un très très beau football. Et ce que je voulais, et je dis encore merci à Jean 2, Makoun, parce que le joueur le plus important pour moi, ma façon de voir le football, c'est le milieu défensif. Et quand j'ai pris ces responsabilités, j'ai accepté d'assumer ces responsabilités, j'ai appelé Jean 2, qui est mon frère. Je lui ai dit, tu sais, Jean 2, on a joué à l'équipe nationale, je te préfère ici comme ça, mais j'aimerais que tu me donnes un coup de main comme milieu défensif. Tu as joué à ce poste, tu sais ce que j'attends, tu sais ma façon, parce qu'on parle football pratiquement 24 heures sur 24. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, et il a fait une saison incroyable. Mais vraiment incroyable. Je dis toujours, j'ai pas eu la chance de jouer avec les grands frères comme Bidarantes ou Théophile Abega, paix à son âme. Et souvent, quand certaines années où on voit certaines vidéos, ils me disent, ah, mais ces milieux de terrain, ils étaient incroyables. Je dis, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de milieux de terrain à l'équipe nationale. Mais Makoun n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, parce que Makoun, c'est un joueur du Barça, c'est un joueur qui devait avoir une meilleure carrière que celle qu'il a eue et qui n'est pas petite. Mais bon, je pensais qu'il méritait plus. Samuel, on vous a
suivi chez nos confrères, je pense, français, vous disiez que vous souhaitez être le premier entraîneur africain à entraîner un grand club européen. Quand vous regardez la carrière de Zidane aujourd'hui, ça vous fait rêver? Mais Zidane n'est pas considéré comme africain, même si il est algérien. Ça ne me fait pas rêver. Et puis je ne suis pas surpris. Zizou a pris le temps nécessaire d'apprendre aux côtés des meilleurs. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il a appris à côté de ses meilleurs. N'oubliez pas que Ancelotti a gagné pratiquement dans tous les clubs où il est passé. Et Zizou n'a pas couru, il n'était pas pressé. Il a pris Madrid-Castilla quand il était sollicité par Bordeaux et d'autres clubs. Il a dit non, je vais apprendre ici, loin des regards des autres, loin de la pression du résultat. Il a appris. Aujourd'hui, on ne peut que dire félicitations. Et moi, je suis fier de voir un grand joueur comme Zidane devenu aujourd'hui entraîneur, devenu aujourd'hui grand entraîneur. Et c'est la reconversion que nous devons avoir. Nous devons avoir des grands rêves. Moi, je rêve toujours grand. Et mon souhait, parce que jusqu'à présent, aucun entraîneur africain n'a été sollicité par ces grands clubs européens. Pourtant, nos équipes nationales en Afrique, dès qu'elles ont besoin d'un sélectionneur, elles courent d'abord en Europe pour trouver, alors qu'ici, nous avons des anciens joueurs, nous avons d'autres qui ne sont pas anciens joueurs, qui ont passé leur diplôme, qui peuvent avoir aussi l'opportunité d'entraîner notre équipe nationale et d'apporter nos équipes nationales et d'apporter ces résultats que nous attendons tous. Et mon rêve, c'est d'entraîner ces grands clubs-là en Europe et puis de gagner cette Champions League-là. Je dis, tout est possible. Samuel Eto'o, entraîneur, il sera proche de Guardiola, de Mourinho ou d'Ancelotti sur le plan du système de jeu? Ma vision du football, c'est celle de Guardiola. Ma vision du football, c'est celle de Guardiola. Je pense que Barcelone, vous irez bien. Il est beau de défendre avec le ballon. Il est beau de contrôler le football en ayant le ballon, parce que le football, c'est quoi? C'est se créer des espaces, c'est avoir le ballon pour pouvoir marquer. Mais si vous courez pendant 90 minutes, et cette tactique-là, elle a payé. Mourinho nous a montré que vous pouvez défendre pendant 89 minutes et vous gagnez le match. C'est une façon de faire. Mais moi, j'admire Mourinho, mais Guardiola, Luis Aragonès, ce sont des entraîneurs qui me fascinent dans leur vision du football. Samuel, on va sortir du football, parler de votre action humanitaire. Tout à l'heure, vous parliez des joueurs qui ont eu leur rêve réalisé grâce à vous. Ondoa, Onana, ils sont nombreux. Il y a quelque temps, vous avez offert un pavillon au peuple camerounais à Douala, l'hôpital à Kintini. Avant, vous avez offert une ambulance médicalisée à l'hôpital... 10 ambulances. 10 ambulances médicalisées à l'hôpital central de Yaoundé. Qu'est-ce qui motive votre envie de toujours vouloir donner? 10 ambulances à l'hôpital central de Yaoundé. 10 ambulances, il y avait une ambulance par province médicalisée. Mais moi, je suis né dans le besoin. J'ai traversé pas mal de moments difficiles dans ma vie. Et puis, j'ai connu à un moment de ma vie où je me disais, j'ai plus d'espoir, je ne peux plus réussir, je ne peux plus. J'ai connu deux êtres qui me sont chers, Kara Michel et Gilbert Kaji, qui m'ont tendu la main, qui m'ont permis de continuer à rêver, dont je ne vois pas pourquoi moi, à mon tour, avec tout ce que l'Éternel a bien voulu que j'ai, je ne devrais pas le faire. Moi, c'est tout à fait normal de continuer cette chaîne que les Gilbert Kaji, les Kara Michel ont créée hier. Moi, c'est ce que j'ai fait en donnant ces opportunités-là à ces enfants.
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision, plateau spécial de votre programme Décryptage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le plus grand joueur de toute l'histoire de notre football, meilleur buteur de tout le temps de l'équipe du Cameroun et de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Samuel Eto'o, ancien capitaine de l'équipe du Cameroun. Avec lui, on parlera aujourd'hui de sa saison sportive à Antalya, en Turquie. On reviendra sur sa vie en club. On parlera de l'équipe nationale de football du Cameroun et pourquoi pas on dira un mot sur le comportement actuel des Lions indomptables du Cameroun. Tout petit, je rêvais de porter la fierté de mon continent sur les épaules. Avec mes certitudes, je me suis endormi pauvre pour me réveiller riche. Au fil du temps, j'ai compris que la vraie richesse sommeille en chacun de nous. Il prenait son ballon dans le salon et toute la nuit faisait du boucan. Il était vraiment baou. C'était très fort. La première fois que je le vois, c'était dans la rue, dans une rue opposée à sa maison à Nivelles, parce que c'est un autre gamin à lui, un autre copain à lui qui me dit, il y a un nouveau qui est arrivé au quartier, il s'appelle Julie, comment il s'appelle, ça ton blazer à la mode, ton pantalon plissé, où vas-tu? Samuel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de nous accorder cette interview. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va. Qu'est-ce qui explique votre présence actuellement au Cameroun? Je suis là pour accompagner Martin. Et n'oubliez pas aussi que je suis Camerounais, donc je peux me permettre le luxe de venir manger les plats de chez nous. Voilà. Une saison pratiquement pleine, 18 buts marqués en 30 matchs, 6 passes décisives. À votre âge, certains parlent d'une sorte de renaissance. Comment est-ce que vous avez vécu votre saison cette année? Pourquoi à mon âge? On n'a pas de limite. Quand on veut toujours améliorer ses performances, il faut déjà avoir la volonté de toujours faire mieux. Et mon âge n'est pas un handicap, tout au contraire. J'ai l'expérience de ce beau milieu. Je jouis d'une bonne équipe, Antalya, des coéquipiers qui m'accompagnent dans ce que j'aime le plus faire. Et j'essaie d'apporter toute mon expérience et tout mon talent. Un pari qui a fait parler sur la toile et partout, 100 000 euros promis en supporter si votre club ne terminait pas. C'était pas un pari, mais c'était une promesse. Voilà, une promesse. Et vous l'avez revu après? Parce que malheureusement, il n'a pas pu gagner les 100 000 euros. J'ai pas pu le revoir, mais bon, vous savez, on traversait un moment vraiment difficile en début de saison, que ce soit en club ou que ce soit sur le plan personnel, mais il fallait en quelque sorte rassurer mes coéquipiers, mes supporters, d'autant plus que je connais mieux que quiconque la qualité de ce groupe. Voilà. Samuel, est-ce que vous êtes heureux à Antalya? Vous comptez finir votre contrat? On vous annonce en Chine, aux États-Unis, à Nice. On a vu l'interview de Jean de Bakoun qui disait qu'il est la seule personne à même de vous amener au championnat français. Ah mais vous savez, on m'annonce toujours un peu partout, mais la réalité elle est là, c'est que je suis sous contrat avec Antalya pour 1 an encore et je prends beaucoup de plaisir à jouer dans ce club et à vivre dans cette ville. Et puis mais personne ne peut nous dire exactement ce qui va se passer dans le futur. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore si vous serez à Antalya. Ah mais je suis sous contrat et donc pour le moment je suis toujours à Antalya. Je suis sous contrat, je ne peux pas... Et je suis bien là-bas. Voilà. Dites-nous, on va revenir un peu sur votre carrière en club. Vous avez connu pratiquement tous les grands championnats européens, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Vous étiez en Russie, vous êtes aujourd'hui en Turquie. Quand on regarde votre palmarès, il est énorme. Mondial des clubs, Coupe intercontinentale, 3 Champions League. Est-ce que, justement, parlant des Champions League, il y a une discussion qui a autour, certains estiment que vous en avez gagné 4. Pour moi, c'est 4, mais voilà. 4. Un Scudetto, une coupe. Est-ce qu'il y a une victoire qui a été particulière pour vous en club? Un club, je dirais la Champions League avec l'Inter. Avec l'Inter, ouais. Oui, la Champions League avec l'Inter, la Coupe
d'Espagne avec Mallorca, avec Mallorca, pourquoi? Parce que c'était un club qui n'était pas prêt, j'allais dire, pour arriver à ce niveau-là. Et nous avons pu gagner face au Real Madrid, face au Barça, et au final on gagne cette Coupe du Roi. Et avec l'Inter, pourquoi? Parce que ça faisait plus de 40 ans, cette équipe, ce grand club n'avait plus connu ce bonheur de gagner cette Champions League. Et on arrive, au départ, on disait bon, c'était une belle équipe avec Eto'o, Lucio, Zanetti, tout ça, et Materazzi, mais il y avait quand même des clubs favoris comme le Barça, le Real Madrid et d'autres. Et au final, on gagne contre toute attente. Et je dis chapeau à ce groupe, à José, au club, parce que même les dirigeants qui n'y voient pas, cette saison a été incroyable. Incroyable pour vous à l'Inter de Milan. Quel a été jusque-là le meilleur coéquipier que vous avez eu en club? Vous avez connu Ronaldinho, Messi, vous avez cité vous-même plein d'autres coéquipiers que vous avez connus. Est-ce qu'il y a un qui était le meilleur pour vous, avec qui vous entendiez le mieux? Le meilleur dans quel sens? Sur le terrain, sur le terrain, je vous entendiez bien, qui comprenait facilement vos déplacements. Vous savez, entre bons ou grands joueurs, c'est facile de se comprendre. Mais pour moi, j'ai certains coups de cœur qui rendent, selon ma vision du football, ce sport beaucoup plus facile, beaucoup plus beau. Des joueurs comme Xavi, Iniesta, Makoun, Yaya Touré, Busquets. Ces joueurs rendent le football, on dirait que c'est facile de courir derrière un ballon, parce qu'ils font jouer toute une équipe, puis de prendre ses responsabilités, de vous mettre ou pas. Et à cet instant-là, il a jugé utile de me mettre. Et puis, pendant les 15 ou 10 minutes, moi, quand j'étais sur la ligne, j'ai fait ma prière en allant vers cette ligne-là. Je me suis dit, bon, voilà mon entrée à l'équipe nationale ou ma sortie. Et à la sortie de ce match, avant de rejoindre le vestiaire, il est venu vers moi, il m'a dit, prépare-toi parce que tu vas jouer face à la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé dans la chambre, parce que je partageais la chambre à l'époque avec mon ami de l'époque, Jérémy, je lui ai dit, tu sais, grand frère, le coach, le sélectionneur, il m'a dit que je devais être titulaire au prochain match. Donc, sans vous manquer de respect, si on pouvait jouer au 4 dans une autre chambre, parce que j'aurais besoin de me reposer. Et jouer au 4 On jouait tous, moi aussi, je jouais au 4. Mais c'était mes aînés, donc je ne pouvais pas dire grand-chose. J'aimais jouer au 4 et ça créait des liens beaucoup plus profonds que le simple fait de partager un moment dans un stade de football. Le fait d'être là, on parlait de tout et de rien, on refaisait le monde, on parlait de notre beau pays, on parlait de nos histoires, tout ça. Et on se retrouvait proches des uns et des autres. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, moi, quand je finissais mon dîner à 19h, j'allais dans ma chambre, je passais mes 2-3 coups de fil, je faisais ma prière et je dormais. Et puis, la suite, vous la connaissez. D'accord, une très belle carrière plus tard. Samuel, vous disiez tout à l'heure qu'il vous n'avez pas de regrets, même à l'équipe nationale, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas des trophées qu'on aurait pu gagner? Oh oui, on aurait pu gagner. C'est trop facile de toujours se dire on aurait pu. On a eu l'opportunité, certes, on a eu l'opportunité, mais on n'a pas su saisir ces opportunités-là pour X ou Y raison. Mais pour ma part, je n'ai pas de regret, parce que tout ce que je devais donner, que ce soit en club et beaucoup plus pour mon pays, je suis allé, je me suis surpassé pour mon pays, mais c'est un devoir en tant que Camerounais. J'avais cette responsabilité-là de donner tout ce que j'avais, même ce que je n'avais pas, il fallait que je donne pour que
le drapeau de notre beau et cher pays soit toujours hissé le plus haut possible. Et puis, au final, je suis parti de là, mais souvent, les gens, évidemment, ils vont dire, parce que vous connaissez la passion que notre football déchaîne, et puis les gens, parfois, ils se laissent emporter, mais la réalité, elle est tout autre, elle est là. Mais bon, le moment viendra certainement un jour où ces vérités-là se diront peut-être, je ne pense pas que ce soit par moi, mais par d'autres personnes qui ont vécu tout ça. Vous avez connu beaucoup d'entraîneurs en équipe du Cameroun. Est-ce qu'il y a vous pensez qu'il y a des bons, des mauvais entraîneurs qu'on a eu? Est-ce qu'il y a un entraîneur qui vous a impressionné particulièrement? Il n'y a pas de mauvais entraîneurs. Il n'y a pas de mauvais entraîneurs. Mais par contre, il y a des sélectionneurs qui sont arrivés à l'équipe nationale, pas pour faire leur boulot, mais plutôt défendre les intérêts d'autres personnes. Et c'était dommage. Mais moi, j'ai eu l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu à l'équipe nationale. J'en ai eu deux. Il y a Claude Leroy d'abord qui m'a donné l'opportunité d'aller en Coupe du Monde en 98, et puis l'autre c'était Jean-Paul Akono. On a beau critiquer Jean-Paul Akono, mais il est médaillé d'or olympique, et dans quelles conditions? Même si ces réunions étaient interminables, et je sais qu'il va rire quand il va m'écouter, mais parce qu'on faisait parfois 2-3 heures de réunion, parce qu'il expliquait ses tactiques, tout ça, l'adversaire, tout ça. Mais bon, au final, nous avons gagné, et j'ai eu cette sensation, j'ai eu cette impression d'avoir appris quelque chose avec lui. Par contre, j'ai connu d'autres entraîneurs, je vais évidemment me taire les noms, qui sont arrivés à l'équipe nationale pas pour apporter quelque chose, mais à tout un pays, mais à un groupe de personnes. Pour défendre certains intérêts. Samuel, aujourd'hui, quand vous regardez la situation de l'équipe du Cameroun, elle ressemble fortement à celle que vous avez décrite par le passé, l'amateurisme, on suit encore ce qu'on appelait Bruxelles Gate, vous avez suivi? Mais vous savez, je suis très décalé à ce qui concerne la sélection de notre pays, parce que pendant 17 ans ou un peu plus, j'étais dedans. À un moment donné, vous ne voyez plus ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, j'essaye de profiter de ma famille, mes enfants, et de temps en temps de discuter avec mes enfants qui viennent à l'équipe nationale, juste pour essayer de les motiver et tout ça, mais je ne suis plus trop dans cette équipe. Donc, ce qui a pu se passer à Bruxelles, j'ai appris comme tout autre Camerounais, mais vous savez, quand vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas avoir l'information juste. Après, il y a des spéculations, et moi, j'ai vécu dans cette équipe, je connais toute la manipulation qu'il y a souvent au niveau des informations de l'équipe nationale, donc je ne peux pas me lancer dans un dossier que je ne connais pas, parce que je suis à l'extérieur. Il y a la CAN 2019 qui arrive, mais entre-temps, au Cameroun, depuis pratiquement un an, on réclame votre retour à l'équipe nationale du Cameroun, Samuel. Ça se voit à travers Internet, à travers les radios ici, et même là, il y a une pétition qui circule sur Internet pour votre participation à la Coupe des Confédérations. Est-ce qu'on peut encore envisager... c'est fini avec l'équipe nationale, c'est pas possible? Non, à un moment donné, attendez, je ne peux pas... Même pour venir donner un coup de main à la Coupe du Monde. Je ne pourrais jamais dire non à mon pays, mais plus pour jouer. J'ai mes enfants qui sont là aujourd'hui, qui le font assez bien. Il faut les laisser faire leur bout de chemin. Le moment viendra où je viendrai apporter mon conseil, peut-être pour améliorer, mais ce temps-là viendra un jour. Mais là, il est hors de question de dire je vais revenir pour jouer. Je ne peux pas. Les générations sont... Il y a d'abord eu un problème de génération quand j'étais encore là, mais imaginez-vous un peu les cas qu'il y a aujourd'hui avec moi. Je pense qu'il ne faut pas donner des prétextes à certaines personnes pour se cacher. Non, l'équipe nationale elle fonctionne bien, apparemment. Et
il faut les laisser continuer et puis il faut les supporter. Samuel, au cours de la saison dernière, vous avez donné un coup de main à votre club comme entraîneur et certains n'hésitent pas à glorifier ou à saluer les personnes. Ils réfléchissent 2 secondes avant les autres et ça a toujours été un énorme plaisir pour moi de jouer aux côtés de ces joueurs. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un attaquant qui disait quand on joue contre le Cameroun sans Samuel Eto'o, le simple fait qu'il ne soit pas là, ça nous soulage un peu. Est-ce qu'il y a un défenseur qui a terrassé Samuel pendant jusque-là dans sa carrière en club? Non. J'ai eu la chance de jouer contre beaucoup de défenseurs, beaucoup de grands défenseurs, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect, mais au final j'ai toujours fait mon job. Il n'y a pas de crainte pour un attaquant comme Samuel quand vous jouez contre une équipe qui a un défenseur connu non, on ne peut pas avoir peur quand on joue au football. Si vous voulez, du tout, si vous voulez écrire votre histoire dans ce beau monde, vous ne pouvez pas avoir peur d'affronter les autres. Au contraire, ça devrait vous motiver. Supporter du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de regret de n'avoir pas joué en France? Pourquoi pas Paris Saint-Germain? Non, je suis un fan du Paris Saint-Germain et je ne me cache pas. Il y a encore des possibilités peut-être? Vous savez, je n'ai pas de regrets dans ma carrière, j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre et quand je regarde d'où je suis parti et je regarde où se situe ma carrière aujourd'hui, je dis vraiment je remercie le bon Dieu parce que je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que j'aurais eu une telle carrière. Je me disais, voilà, j'ai du talent, je rêvais de devenir un joueur professionnel et que mes parents puissent être fiers de moi. J'ai eu la possibilité, l'opportunité de devenir le joueur professionnel et puis tout le reste, j'ai pas arrêté de gravir des échelons. Avant de parler de Samuel à l'équipe nationale du Cameroun, allons d'abord revoir quelques buts et quelques moments de Samuel Eto'o, notamment à Barcelone, en Zi, à Makashkala, en Turquie. Et on se retrouve derrière pour parler de l'équipe nationale de football du Cameroun. Nous sommes toujours en direct sur Vision 4 avec Samuel Eto'o. Samuel, votre carrière à l'équipe nationale du Cameroun, elle est pratiquement incommensurable. Vous avez commencé à la CAN 2000 au Ghana, vous entrez en cours de jeu. À la fin, vous êtes l'un des meilleurs buteurs de cette compétition, je pense le meilleur d'ailleurs. 2 Coupes d'Afrique des Nations gagnées avec le Cameroun, 4 Coupes du monde de football, sauf erreur de ma part, 1 médaille olympique, meilleur buteur de tous les temps de la CAN, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe du Cameroun. Une carrière pleine à l'équipe nationale. Mais vous avez oublié le plus important. Rappelez-moi. La relève. J'ai donné l'opportunité pour qu'on ait la relève. Ah, on en parlera. Ça, c'est le plus important pour moi, parce que c'est le but le plus important de ma carrière. Parce que quand on commence une carrière, on se dit un jour on va arrêter pour ceux qui sont réalistes. Et alors, on se dit, mais après nous, comment sera l'histoire? Et à partir de là, j'ai marqué le plus beau but. Mais c'est grâce à ces enfants, Bassoko, Ondoa, Onana, aujourd'hui, et d'autres qui... Pour vous, c'est le plus important aujourd'hui, quand vous regardez votre carrière, ça, c'est le plus important, parce que cette histoire ne s'arrêtera plus jamais. Et j'espère que ces enfants, à leur tour, au moment opportun, donneront cette opportunité-là à d'autres jeunes Camerounais pour que dans quelques années, nous ayons toujours
le rayonnement de notre équipe nationale. Voilà. Ils sont nombreux, hein, les enfants qui sont passés par la Foot des Sports. Ah oui, ils sont nombreux. Vous les connaissez tous encore? Tu es en contact? Évidemment, je ne suis pas en contact avec tous ces enfants, mais la majorité, oui. La majorité. Vous, à l'équipe nationale du Cameroun, dites-moi un peu, je vais revenir sur 2000. Quand Diop s'est fait mal, quand vous entrez, est-ce que vous imaginez plus tard tout ce que vous allez vivre aujourd'hui comme footballeur? Je ne m'imaginais pas tout ce qui pouvait arriver, mais dans cette case, je savais, sans être prétentieux, je savais que de tous les attaquants qui étaient là, j'étais le meilleur. Et je l'ai fait savoir au sélectionneur, mais je ne jouissais pas de temps de jeu au Real Madrid, ce qui était un handicap pour moi. Donc j'ai pris mon mal en patience. Le grand frère Patrick qui était déjà là et qui faisait beaucoup de belles choses. Désiré Diop qui jouait en club à un niveau exceptionnel. Et puis il y avait Pius qui joue aussi très bien. Mais seulement, moi je n'avais pas du temps de jeu, mais j'étais dans le meilleur club, l'un des meilleurs clubs en Europe et au monde, je dirais, et je savais de quoi j'étais capable. Je me souviens, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur à la KG Sport, où il me dit tu seras le 4e attaquant, mais je ne veux pas de problème à la CAN, si cela te convient tu viens, sinon je trouve quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, je comprenais tout à fait, je n'ai pas de problème pour ça. J'espère juste que si demain j'ai l'opportunité de m'exprimer, de montrer de quoi j'étais capable, vous n'allez pas vous dire que parce que j'ai pas de temps de jeu en club. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Alors, je ne me souviens plus bien, mais je crois... C'était contre le Ghana, le premier match? Le Ghana, oui, mais ça devait être à la 75e minute où il demande à Ndjefi sur le banc de touche d'aller à l'échauffement. Mais souvent, sur le banc de touche, nous avons des trainings. Des tennis, et alors Pius n'était pas prêt, moi je me suis levé, je me suis échauffé. Sans attendre que le coach nous demande... Sans attendre. Et le coach Manga Ongene qui était à côté, qui lui dit, il faut mettre ce petit-là. Et c'est comme ça que ma carrière est partie. Et je dis, à ce moment-là, quand j'entre... Vous avez vous-même bousculé, hein? Oui, j'ai bousculé les choses. Mais si vous êtes... prêt, vous êtes sûr de vous, vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose, il faut avec tout le respect, parce qu'il faut toujours avoir ce respect-là vis-à-vis de vos coéquipiers, parce que c'est eux qui vont vous accompagner, vous ne pouvez pas jouer seul, le football c'est un sport collectif, il faut dire à l'entraîneur que moi je veux jouer, maintenant c'est ça le fond, et puis pour jouer au football il faut être en santé, et on a pu voir que malgré les efforts de notre gouvernement, malgré les efforts d'autres mécènes, on a toujours besoin des hôpitaux, on a toujours besoin des lieux où nos braves médecins peuvent aller nous soigner. Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé avec ma fondation de faire ça. Ça a pris du temps. Mais au final, on a ce pavillon et j'espère qu'aucun Camerounais n'ira là-bas se soigner. Ça veut dire que notre peuple est bien portant. Samuel, vous recevez combien de demandes en moyenne par jour des gens qui ont besoin de votre aide? Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Parce que vous voyez quand vous êtes au Cameroun, j'ai dormi. Pratiquement... vous avez dormi je suis arrivé hier à 20h au Cameroun et j'ai dormi à 3 heures passées. Parce que vous recevez j'étais debout à 5h30 parce que je recevais. Mais bon, cela ne me pose aucun problème, surtout quand la demande est sincère, parce qu'après vous avez des gens qui viennent parce qu'ils savent que vous pouvez peut-être apporter cette aide-là, ils viennent profiter d'une situation, mais après il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et pas pour grand-chose, vous pouvez apporter l'aide. Moi j'ai reçu une maman qui est partie de très loin, parce qu'elle avait un problème de 80 000 francs CFA. Mais c'est une réalité. Mais 80 000 francs CFA qui ont changé beaucoup de choses dans sa vie aujourd'hui. Mais 80 000 francs, c'est pas... Et puis voilà. Vous savez,
Je ne peux pas vous dire combien de personnes je reçois par jour parce que je ne les compte pas. Ça va au moins combien vous dépensez par jour quand vous êtes du Cameroun? Mais le plus important, c'est ce que je dépense n'est pas important. Le plus important pour moi, c'est le sourire que je partage avec ces gens-là. Vous savez, c'est quand vous êtes réellement dans le besoin que vous regardez autour de vous et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive, bon Dieu, pourquoi je ne peux même pas manger? Et là, vous avez connu ça? Mais j'ai connu ça comme la majorité des Camerounais. J'ai connu ça comme la majorité des Camerounais. C'est pourquoi je reste toujours très distant sur certaines situations. C'est pourquoi je reste très intègre vis-à-vis de mes prises de position, et je ne veux pas tremper dans certaines choses parce que je sais qu'elles ne font pas avancer la majorité. Et souvent c'est difficile. C'est difficile parce que vous prenez des coups, montez de toutes pièces, mais bon, je préfère mourir en étant un homme intègre que de tremper dans certaines choses qui pourront demain me détruire moi-même. On va se quitter, Samuel. Est-ce qu'il y a un message, l'ambassadeur de l'UNICEF, de l'UNESCO a-t-il un message pour le peuple camerounais, pour le peuple africain? J'étais à Libreville il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'à Libreville, vous êtes plus aimé, je dirais même qu'au Cameroun, partout où je passais. Ah mais non, je ne pense pas que je suis plus aimé à Libreville. C'est l'impression que j'ai eue. Non, vous savez, il y a une minorité qui a le pouvoir de parler. Hein. C'est pas parce que vous faites beaucoup de bruit ou vos jetons font beaucoup de bruit que vous êtes milliardaire. Parce que vous savez, on a beaucoup d'hommes riches dans ce pays, mais qui ne font pas de bruit. Oui. Ceci pour vous dire que c'est pas parce que 2-3 personnes à la solde d'une dizaine de personnes aboient que... Mais quand vous voyez peut-être mes sorties publiques, vous vous rendez compte de l'amour que notre peuple me donne en retour de tout ce que j'ai pu apporter à ce peuple. Et parce que tous ces Camerounais qui me soutiennent, qui veulent toujours me voir aller de l'avant, ils savent que même le jour où j'ai raté une sortie, elle était sincère. Je ne calcule pas, je fais avec mon cœur, mais toujours dans la pensée de vouloir le bien de la majorité. Après, maintenant, je reste un humain et je peux vous dire que au Cameroun, si je me mets à la poste centrale là, je suis sûr que d'ici 30 minutes, nous aurons plus de 500 000 personnes. Donc, on va sortir par là, Samuel. On a une mauvaise nouvelle. Tioté, vous avez certainement connu les décédés hier dessus d'un accident cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mes condoléances à sa famille, paix à son âme. Cheikh, ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu au téléphone, mais j'avais émis la volonté de l'avoir à Antalya avec moi avant qu'il ne parte pour la Chine. Et c'est dommage, ce sont les choses qui arrivent dans la vie, mais bon, qui nous rendent tristes. Mais la mort est un allié indéfectible, un allié fidèle de la vie, dont nous devons vivre avec. Nous devons tous passer par là, et je dis, c'est triste, mais bon, nous devons maintenant songer à soutenir sa famille du mieux que nous pouvons. Pour sortir définitivement, vous étiez sur la finale du jeune de votre petit Onana. Est-ce qu'il y a, si vous voulez, est-ce qu'il y a un message pour Onana, pour Ondoa, pour Bassogor qui entame dans quelques jours la compétition, la Coupe des Confédérations? Est-ce qu'il y a un message pour eux? J'ai eu à discuter en privé, que ce soit avec André ou Fabrice. Je n'ai pas encore eu Bassogor depuis son arrivée, mais comme je dis, j'étais dans les gradins
de ce stade à Stockholm, pardon. Et j'étais fier d'avoir contribué à ce que Andrés devienne le joueur qu'il est devenu. C'était incroyable de voir André jouer avec cette assurance-là. Et je lui ai dit, fiston, tu m'as bluffé. Et il y a peu de joueurs qui me bluffent. Tu m'as bluffé, mais je n'étais pas le seul, parce qu'il y avait les Verkusen, il y avait du beau monde. Et à chaque fois qu'il faisait une sortie, une relance du pied, tout le monde disait, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai dit à son frère, Fabrice, j'ai dit, vous êtes deux grands gardiens, vous êtes différents, et il faut apprendre l'un de l'autre. Vous avez la chance que vous êtes des frères, et cela devrait plutôt être un avantage, que les gens n'essayent pas de vous opposer, parce que ça c'est le sport favori d'une minorité qui ne pense qu'à leurs intérêts, mais sachez qu'au-dessus de vous, il est